se perdre. Pourquoi notre civilisation occidentale est-elle dominée par des géographies du but, espace vectoriel, idéologie de la destination, usage viager judéo-chrétien? Pourtant, heureux qui, comme Ulysse, n'a pas fini de sacrifier des valeurs et des attentes, d'épurer sa vie jusqu'à l'essentiel, de s'éloigner de soi sans devenir fou. Je divague, j'oublie. C'est bien cela le texte. Une tentative désespérée contre l'oubli, contre la laideur, contre la banalité, la mise en mots contre la mise en mots. Il y a un imaginaire de la langue qui est propre au voyage, une rêverie sur ces noms de villes aux consonances étrangères, sur ces syntagmes si souvent vus dans les journaux, dans l'actualité. On ne prononce pas Sarajevo sans y voir quelques canons, mais on n'y néglige pas non plus le doux chuintement slave du i, si petit, si léger, et pourtant si affirmativement glissé entre le a et le e. Je pars à Sarajevo comme cela d'ailleurs. Sur la route de Sarajevo, griffonné dans le journal de voyage, sonne comme un itinéraire vers la fiction. Il faut dire que je suis aussi désespérément un être de langage, et que ces vocables étrangers me touchent peut-être plus qu'un autre. En Italie, je voyage 6 semaines avec l'idée déterminante, fixe, que je dois finir par Trieste. Car dans Trieste, j'entends chaque fois Brest, et donc les chiens qui disparaissent, au fil de l'eau sur Brest, et vont pourrir au loin très loin de Brest, dont il ne reste rien. Pourquoi cette ville, que je n'ai jamais vue, dont je ne connais rien, pas la moindre idée. J'ai cette obsession parfois d'aller au bout des choses, de voir telle ville, que rien ne sera plus pareil après avoir vu telle ville. Je riais de l'absurde proposition de Jérémie en Ukraine. Tu ne pourras plus jamais mourir sans avoir vu Kiev. Et alors, c'est plutôt une bonne chose, non? Mais je le comprends à présent. Je me rappelle avoir compté les jours et les heures avant d'arriver à Budapest depuis la Roumanie. Dans 3 jours, tu seras au bord du Danube, dans la ville grise et bleue. Dans quelques heures, tu marcheras dans les rues hongroises. Quelques jours plus tard, je ne pourrai plus le dire, pas plus que je ne pourrais aujourd'hui mourir en disant « Je n'aurais jamais vu Sarajevo ». Je décris pour la première fois une fin d'après-midi grise de janvier. Pourquoi? Par quelle force incongrue ai-je eu cette audace qui ne me ressemblait pas? Je l'ignorais toujours. J'ai entendu parler de toi par tant de voix, pour tant de bonnes raisons. Je vois une 3e fois ton nom mentionné par hasard. 3 hasards entre 2 personnes, c'est beaucoup au cours d'une seule vie. Ton adresse est au dos d'un DVD, ton visage est sur le web. Ainsi c'est toi. Je t'écris de France, tu me réponds d'Iran. Je continue de Bosnie, tu t'es déplacé au Pakistan. Je t'écris de Turquie, tu es sur les frontières afghanes. Toujours le même discours, quelque chose d'exceptionnel, qui ne se produit qu'une fois par siècle. L'égalité absolue des âmes, le cœur ouvert aux mêmes mots, au même jeu, l'esprit hanté par l'autre. Tu fais vraiment cela? Tu es ainsi. Que fais-tu? Où es-tu? Pourquoi me questionnes-tu? À quoi crois-tu? Quel est ton désir? C'est la question des héros. J'attends. Puis d'Italie, tu me réponds de Ceylan. Je vais rentrer, il faut qu'on se voie. Je pars comme une aveugle un vendredi soir sous la pluie, pleurante, esselée, débordante. Lorsque j'arrive, tu ne sais pas à quoi je ressemble. Nous nous reconnaissons. Tu marches vers moi, assuré et souriant. C'est toi? Oui, c'est moi. Nous restons 48 heures ensemble. Nous finissons les phrases l'un de l'autre. Il est 6 heures du matin, 2 jours plus tard, quand nous nous quittons. Je te réécris. Je n'ai jamais ressenti ça. Toi non plus. Mais tu veux être libre. Tu t'en vas. Moi aussi. Tu reviens en souffrant. Tu m'appelles. Je snob. Nous nous revoyons. Nous reparlons de temps en temps. Nous nous confions un jour. Tu as eu des amantes. J'ai des amants. Mais avec toi seul, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. De toi seul, je me sens digne, égale et concurrente, sœur et maîtresse. Je rêve de toi certaines nuits. Je rêve de plaisirs si vifs que je ne les ai jamais connus. Je rêve d'amour si absolu qu'il suinte, sanguinolent, à la moindre dose de réalité. Tu souffres toujours, tu as tellement peur de ne plus aimer ta liberté. Je te laisse partir.
Je rêve que tout ce que je vis n'est qu'une longue préparation à t'aimer, que tous les gens que j'aime seront un jour unis en toi, car rien ne t'est substituable, a dit Breton. L'amour absolu existe, mais il n'existe que parce qu'il est irréaliste. Il n'est pas de ce monde. Partir est le meilleur moment. Je l'ai écrit une fois avec une simplicité tautologique, mais partir est le meilleur moment. Le moment où l'on a mis son sac sur le dos, fait tous les adieux, rendu toutes les clés, où l'on a l'exacte somme nécessaire à un billet vers la gare, un bon pull, un sac de nourriture, un ticket de train à portée de main. Quand on part, on n'est déjà plus là, mais on n'est pas encore ailleurs. On a connu des gens qu'on ne reverra peut-être jamais. On les a côtoyés quelques jours, quelques heures, mais on se rappellera parfois toute une vie, et on les aura même quelquefois aimés. Pourtant, on ne regarde pas en arrière. On ne se demande pas si on aimerait rester. On laisse derrière soi ce qu'on sait ne pas appartenir à la vie réelle, sédentaire, quotidienne, et on n'a pas encore les soucis de l'arrivée dans une nouvelle ville. Pas encore de préoccupations de cartes, de toit à trouver, d'argent à retirer, de nourriture à acheter. Quand on part, on ne pense qu'à cela, partir. Quand on part, on quitte le monde pour un petit moment. Le monde continue sans nous et ne s'aperçoit même pas de notre absence. C'est un délice infini. On n'est nulle part parce qu'on est partout. Dans le passé, dans l'avenir, dans nos souvenirs, dans nos rêves, dans notre imagination. Ce sont des moments où la liberté frise la mort. On existe à peine. Mais du peu qu'on existe, c'est la félicité seule qui nous remplit. Et pourquoi ne pourrait-on pas dire directement aux gens l'essentiel ? En Syrie, l'hiver, la nuit, je suis assise dans le bus. Cela va durer plusieurs heures encore. Je rêve. Enchanté, un soir, j'étais dans une mine de sel polonaise et je ne trouvais pas de taxi pour rentrer à Cracovie. J'avais peur et j'étais bien. Dire directement ce qui nous a fait, ce que nous sommes. Tout est toujours si alambiqué, si précis dans les masques et les galanteries. Enchanté, j'ai fait un tour en montgolfière sur les Alpes pour mes 20 ans. Je me sens seul dans ce bus. J'ai connu les solitudes canadiennes, les palais indiens, le désert. Mais j'aimerais qu'une main se pose sur ma cuisse et, sans même parler, soit là. Enchanté, j'ai passé des années à pleurer secrètement, à m'étouffer de larmes chaque soir sans que personne ne le sache. J'ai souffert ce qui équivaut pour moi à une mort. C'est cela qui nous fait. C'est cela qu'on accepte d'être, de partager, de dévoiler, quand on aime quelqu'un. Et qu'est-ce qui importe au fond ? Qu'est-ce qui, dans la vie, est important ? On en revient toujours là. Les choses sont sans doute beaucoup plus simples que ce qu'on en fait. Je suis toujours assise dans le bus, seule, à la fois impatiente et blasée. Le bercement de la route étrangère me fait rêver ma vie. Enchanté, mon premier amour était homosexuel. J'ai un jour écrit que je m'étais endormi dans un monde complet dont le bonheur débordait, dont je ne savais pas quoi en faire. Comment cette route étrangère peut-elle me montrer ma propre existence ? Enchanté, j'ai fumé une cigarette sur un balcon italien à 13h une après-midi d'avril, lorsqu'un chat passait dans le champ et que le téléphone sonnait chez la voisine. Il faudrait trouver ce qui fait soi, ce qui fait l'essence de soi, un existentialisme à rebours. Enchanté, j'aime beaucoup manger sauf les fruits de mer. On m'a mis un bébé poulpe plein de sauce tomate dans mon lit une fois. Il y avait une grosse tache d'huile sur le drap tout autour. On devrait dire qui on est, ne pas le gâcher, le proposer. C'est un gros paquet, tu aimes, tu n'aimes pas, tu prends, jettes, respire. Enchanté. Je ne sais toujours pas si je crois en Dieu, et lequel, c'est une autre paire de manches. Une vie, est-ce vraiment plus que cela, plus que des hasards qui nous adviennent ? Je n'aime pas ce mot hasard, et pourtant, pourquoi les mots recouvrent-ils des entités finies ? N'est-ce pas une absurdité même étant donné la nature du monde ? Enchanté, j'ai l'impression d'avoir vécu toute une vie en Ukraine. Il y avait des matins de lumière poudreuse et des parcs verts qui descendaient sur le fleuve gris, et, un dimanche soir, il y avait aussi des rayons blancs, de la douceur et des enfants dans un train qui ne s'arrêtait jamais. Pourquoi ne pas restituer les choses comme elles sont ? Je sais depuis longtemps qui je suis. Je n'ai pas besoin d'investiguer. Et puis la vie est peut-être trop courte pour perdre autant de temps sur soi. Enchanté, un vieil homme est venu se masturber devant moi au Taj Mahal.
ça fait un souvenir original. On est si seul si on pense qu'on est seul. L'intériorité, voilà qui fait peur. Mais ce serait si simple vraiment, de sourire, comprendre et accepter. Enchanté, je chuchote des poèmes tout bas et parle aux bouteilles de mon frigo. Je ne jette jamais un livre, je tiens à mes cheveux bouclés. Je veux réécrire le dictionnaire des idées reçues de Flaubert. On a tort de croire qu'on se perdra, qu'il y a trop, que la vie est mesurable. Mesurable? Je regarde le miroir le long de la route. Ça se mesure, ça, en kilomètres. Mais les pensées élevées sur ces kilomètres, des kilomètres cubes? Enchanté. J'ai écrit pendant une année à un jeune homme que je n'avais jamais vu, parce que son père avait poli la table du mien et que son grand-père jouait de l'accordéon dans mon enfance. On appelle cela de l'étalage, c'est très à la mode de se mettre en avant par ce qui nous est arrivé. On devrait appeler cela de l'honnêteté. J'ai faim, je suis fatiguée et heureuse peut-être, un peu impressionnée. Je reconnais un sentiment ancien. Quel âge ont les sentiments? Est-ce que les hommes préhistoriques étaient angoissés? Enchanté. Je parle le paléo-babylonien, mais j'ai un peu de peine avec l'allemand. Je me sens grande, très grande, comme la géante de Baudelaire. Et puis je pleure roulée en boule dans un train indien, au bord du gouffre aux odeurs de nuit et de safran. Il faut le savoir, c'est ainsi. On aurait dû inventer la psychanalyse et l'oublier aussitôt, la mettre au rang de ces rapides découvertes que l'histoire n'a pas le temps de développer, et tant mieux, sinon elle en ferait vite une mode. Dans mon rêve, là, je sursaute. Un jeune homme debout à ma gauche esquisse le geste de s'asseoir à côté de moi. Il me regarde. Il a de grands yeux où passe un train, des crises de gamin qui cassent ses jouets, une cigarette fumée sur un quai dans une rase et bouillante campagne, avec beaucoup de vent, des courbes de femmes effleurées en se forçant un peu, une descente en riant dans une rue très en pente, des jeux connus de sa seule solitude, un langage parlé par lui seul quand il en avait vraiment assez d'attendre. Je le regarde et je lui dis « Je t'aime ». Mais si je pense à ces amours pluriels, à ces flirts de voyage, je vois que ce sont souvent des îlots de tendresse sincère au milieu de moi qui n'existent pas. N'importe quel être a besoin d'affection et de réconfort, particulièrement dans les moments difficiles. Et il y a beaucoup de moments difficiles, même dans les excellents voyages. On les voit peu parce qu'on est tout entier concentré sur un but, mais ils sont là, dérangeants, sournois, sous-cutanés. Aussi trouve-t-on cet amour où on le peut. Il y a dans les amourettes des voyageurs, dans tous leurs échanges sentimentaux peut-être, un désespoir et une gratitude qu'on ne trouve nulle part ailleurs aussi étroitement liés. Mais au cœur de ces relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, il y a aussi ce silence. Qu'est-ce qui t'a fait partir? Que fuis-tu? Souffres-tu? Chacun connaît ses réponses. Mais ce dont les voyageurs ne parlent jamais entre eux, c'est précisément cette faiblesse, cette peur, cette souffrance, cette immense difficulté du voyage qui vaut pourtant des merveilles. Au début d'un voyage, on se sent capable de tout endurer, on boucle son sac d'un geste assuré, on monte dans un train, on contemple les vallées d'en haut. Mais il y a des moments où tout cela paraît impossible et vain. Il ne faut pas négliger les petits voyages. La mode est au moins passée en Asie aux errances solitaires, autour du monde en couple, refaire sa vie, tellement on a voulu qu'elle soit faite, une fois pour toutes. Mais l'ailleurs est à la porte, au coin de la rue. L'ailleurs est derrière ce regard déjà, ce regard qu'on aime sans comprendre, ce regard qu'on a beau aimer d'absolu, aimer autrement, et qui de fait est toujours désespérément autre.